Alors bonjour Manon Chic, Bonjour. est-ce que déjà vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, très volontiers. Manon Chic, je suis la directrice générale de l'enfance et de la jeunesse dans le canton de Vaud. Donc je travaille pour l'administration publique. Et puis avant, j'étais la directrice générale de Amnesty International en Suisse. Parfait. Ma première question c'est la suivante. Déjà, est-ce que vous êtes contente de venir à ce congrès, de participer à une conférence que vous allez donner prochainement? Alors, je suis ravie de pouvoir participer à ce congrès mondial. C'est vrai que c'est extrêmement important dans la vie d'un éducateur social, dans la vie d'un travailleur social, de pouvoir échanger avec d'autres collègues et souvent d'autres collègues aussi d'autres pays, de pouvoir pratiquer d'autres cultures de travail, d'autres cultures de dialogue. Et donc, pour moi, c'est un moment extrêmement intéressant de pouvoir assister à ces échanges. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la conférence que vous allez donner, la résumer en quelques mots en fait, pour ceux qui nous écoutent? Alors je parle du rôle de l'État dans l'action socio-éducative et notamment en matière de temporalité. J'explique en fait pourquoi il y a une différence entre ce que perçoivent des éducateurs sociaux et ce que perçoit l'État. Évidemment que par exemple quand il s'agit de construire un nouveau foyer pour accueillir des enfants en difficulté, eh bien peut-être que les familles ont besoin d'une place demain. Les éducateurs sociaux, ils aimeraient que le foyer il existe dans une semaine, et puis l'État a l'obligation de s'assurer que ce foyer il va pouvoir perdurer dans le temps, qu'il va y avoir un financement, qu'on va le construire dans des conditions correctes, en respectant des normes de sécurité. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc on se retrouve à essayer d'anticiper des besoins de ce qui va se produire dans 10 ans, dans 20 ans, en matière de difficultés des enfants et des jeunes, et puis de planifier, de prévoir nos constructions ou de prévoir des ouvertures de foyers pour dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est quasiment mission impossible et puis c'est là une temporalité qui est extrêmement différente, en tout cas dans la perception qu'en ont les gens. Oui, et justement la temporalité c'est le fil rouge de tout ce congrès. Et comme vous venez de le dire, vous essayez d'anticiper, de planifier. Ça me paraît être très suisse d'ailleurs parce qu'on est très organisé ici. Pourtant, on dit souvent dans les autres pays que l'État est tout le temps en retard. Est-ce que vous pensez que la Suisse fait mieux que les autres pays, notamment? Non, alors la Suisse fait clairement pas mieux que les autres pays. Je vais aussi parler dans ma conférence des recommandations qui ont été faites à la Suisse par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Et en fait, on voit que, y compris en Suisse, les droits de l'enfant ne sont pas complètement respectés. Il y a vraiment des recommandations du type collecter des données nationales, parce qu'en fait, ce sont les cantons qui ont une responsabilité en termes de politique d'enfance et de jeunesse. Et donc, les statistiques du canton de Vaud ne sont pas compatibles avec les statistiques d'un canton voisin comme Genève. Donc on voit qu'il y a là encore un énorme travail à faire en termes de compatibilité de statistiques. Les recommandations aussi du Comité des droits de l'enfant à la Suisse, c'est par exemple d'interdire les châtiments corporels. Dans d'autres pays, c'est le cas depuis les années 70. On prend l'exemple de la Suède. En Suisse, ça n'est pas formellement aujourd'hui interdit de frapper son enfant. Le tribunal fédéral fait encore référence à un droit de correction qui n'existe plus dans le Code civil. Donc on voit que là aussi, il y a vraiment des progrès immenses à faire en termes de protection des enfants dans notre pays. Et donc on peut dire que je pense que la Suisse n'est pas un meilleur élève. Évidemment, on a un niveau de vie qui est plus élevé que dans d'autres pays. Donc on va pouvoir potentiellement ouvrir un foyer de plus que dans d'autres pays, mais par contre, on a encore beaucoup à faire en termes de mise en œuvre des recommandations. D'accord, très bien. Donc pour une fois, on n'est pas forcément on n'est pas forcément en avance sur les autres pays, en quelque sorte. On n'est pas du tout en avance sur les autres pays, effectivement, parce qu'on a vraiment dans différents domaines le constat que d'autres pays ont pris des mesures bien plus tôt en termes justement de protection de l'enfant, de protection des jeunes, en termes de ce qu'on leur propose quand ils sont en décrochage. Et on voit qu'en Suisse, eh bien, probablement c'est aussi la chance d'un système fédéral, c'est que les cantons, les régions peuvent tester des mesures et puis si ça marche, les continuer. Mais c'est aussi un désavantage, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des niveaux de mise en œuvre de protection qui vont être très différents d'un canton à l'autre. Et ça, c'est un problème dans un État fédéral. D'accord. Et est-ce que vous pensez que de votre poste, vous avez une vision parfaite du monde du travail social?
Ou est-ce que aussi finalement venir à ce congrès, c'est peut-être l'approfondir, cette vision du travail social, mieux comprendre les besoins des travailleurs sociaux qui, eux, sont confrontés au quotidien à des personnes en demande d'aide sociale, justement. Alors c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir venir à un congrès comme celui-ci et puis de rencontrer des personnes qui ont des pratiques au quotidien, qui échangent sur ces pratiques, qui se forment aussi et puis qui peuvent confronter l'État par rapport à leur vision des besoins. C'est évident qu'un éducateur social qui travaille tous les jours avec des enfants tout petits qui sont maltraités, qui subissent de la maltraitance physique et qui vont être placés dans un foyer, eh bien cette personne aura une autre vision des besoins nécessaires aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Et donc, il faut effectivement confronter ces regards. Après, je crois que chacun doit être dans son rôle. C'est à l'État de définir les besoins, c'est à l'État de ensuite prendre la responsabilité de construire ou de créer des équipes mobiles selon ses besoins. Et puis, en fait, après, de recruter des éducateurs ou alors de confier cette mission à des fondations. Parfait. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que votre expérience de directrice d'Amnesty International Suisse vous a aidé en fait pour comprendre les besoins sociaux? Enfin, j'imagine forcément que oui. En fait, la réponse me paraît être un peu évidente. Mais comment en fait ça vous a aidé à comprendre ça, notamment pour les bénéficiaires des mesures de réinsertion sociale ici en Suisse, dans nos cantons, en fait? Alors, je crois que ce qui était extrêmement parallèle entre mon travail à Amnesty International et mon travail aujourd'hui comme directrice générale de l'enfance et de la jeunesse, c'est qu'en fait, on travaille sur des droits. On travaille sur des droits fondamentaux, on travaille avec des personnes, des êtres humains qui bénéficient de ces droits. Et puis, je pense que aujourd'hui, je travaille plutôt sur les droits de l'enfant, mais on sait que c'est le rôle de l'État de s'assurer et d'être garant du respect des droits de l'enfant. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est de m'assurer que l'État ne viole pas les droits de l'enfant. Et c'est vrai qu'en Suisse, ce sont les cantons qui ont cette responsabilité de s'assurer que les recommandations qui sont faites au niveau international sont mises en œuvre. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, ce parallèle qu'on peut faire entre, oui, le travail bien sûr d'une ONG qui va plutôt être de critiquer l'État, et puis mon rôle aujourd'hui au sein de l'État, de m'assurer que effectivement ces critiques, elles sont prises en compte, et puis qu'on essaye vraiment de faire que les droits des bénéficiaires soient le mieux respectés possible. Guillaume Favre m'a proposé de faire une conférence autour du numérique et temporalité, c'est-à-dire l'idée c'était de pouvoir réfléchir avec les participants, d'une part aux différentes mutations du monde numérique qu'on connaît, qui font des fois peur, et qui peuvent être aussi problématiques dans certains milieux de l'éducation sociale, que ce soit le jeu vidéo, les réseaux sociaux, l'écran, etc. Puis mon but, c'est à la fois de pouvoir présenter ces problématiques-là et de voir un peu mieux en quoi elles sont problématiques, et aussi comment on peut les réinventer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut devenir acteur de ce monde du numérique et pas seulement, disons, patient à consommer de manière stéréotypée ces technologies. Donc voilà, c'est à la fois un état des lieux, des problématiques, puis en même temps, une manière en fait de considérer le numérique autrement pour en faire quelque chose dont on peut s'emparer et qui peut devenir intéressant dans l'interaction humaine, qu'elle soit familiale ou dans des milieux spécialisés. Dans ma carrière, j'ai rencontré pas mal de travailleurs sociaux qui se retrouvaient dans des situations un peu étonnantes, où ils étaient face à des familles où les enfants jouaient beaucoup aux jeux vidéo, puis ils savaient plus trop comment nouer le contact ou des choses comme ça. Et donc j'ai eu beaucoup de questions pendant ces dernières années là-dessus. Et puis je me suis dit, tiens, mais peut-être que notre manière d'aborder la problématique du numérique, et en particulier de ce genre d'utilisation, on va dire courante, que ce soit la télévision, l'écran, le smartphone ou les jeux vidéo, si on le voyait autrement, ça nous offrait des outils d'interaction et de réflexion différents que simplement, j'ai mon fils ou ma fille qui joue tout le temps, je sais plus comment nouer le contact avec, je suis paumé, peut-être qu'il y a des choses à faire, de considérer autrement, de participer, de créer d'autres formes de rapports en fait à ces choses-là. Le but, c'est de faire une conférence état des lieux, mais pour les court-circuiter en fait. Donc la première chose que j'ai essayé de faire, qui est peut-être un peu provocateur parfois, c'est de couper un peu cette idée que les nouvelles technologies, elles sont diaboliques. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous avez un enfant qui joue à un jeu vidéo, c'est foutu. Donc la première chose, c'est de casser un peu les stéréotypes qu'on peut avoir, ou de les recontextualiser dans quelque chose de plus large. Finalement, si les gens aujourd'hui utilisent des applications de rencontres, c'est pas seulement parce que Tinder existe, c'est aussi parce qu'on vit dans des structures de société où on a atomisé l'individu qui se retrouve tout seul chez lui et qui finalement a quand même besoin d'une interaction, donc va utiliser ce qu'il a sous la main
ces applications de rencontres. Mais c'est pas d'abord qu'il est fan absolu de Tinder, quoi. Mais ce qu'il va demander de la part des participants, peut-être pas pendant la conférence, mais après, de eux-mêmes réfléchir à leur propre utilisation du numérique dans leur contexte privé ou professionnel. C'est-à-dire comment, en fait, on peut réinventer le rapport humain avec un jeu vidéo, avec un écran ou avec un smartphone. Pour moi, le fait qu'aujourd'hui, on donne de la place dans des congrès destinés à des éducateurs sociaux sur des questions qui sont justement des questions extrêmement contemporaines, par exemple nouvelles technologies et autres, je trouve que c'est important. Parce que malgré tout, il y a de la souffrance de la part des enfants, de la part des parents, de la part peut-être du milieu social, où on ne sait pas trop quoi faire avec ces trucs-là, alors qu'aujourd'hui, vous avez 99,9% des Suisses qui ont, enfin, en tout cas en âge de raison, qui ont un smartphone. Donc en fait, on a un impensé social immense qui est ce rapport aux technologies, qu'on pense être un outil, mais en fait qui n'est pas un outil. Quand un parent offre un téléphone portable à son enfant de 10 ans, par exemple, est-ce qu'il se rend compte réellement qu'il lui offre sa future prison? D'accord. Techniquement pas, parce qu'il ne le ferait pas, ou alors c'est qu'il a une sorte de perversion par rapport à son enfant, mais il va lui offrir sa prison. Et s'il est conscient de ça, il peut se rendre compte que c'est possible que ce truc-là soit autre chose qu'une prison. Mais il doit avoir une certaine conscience, donc il doit avoir réfléchi à ce que c'est. Donc le fait qu'on mette en place ce genre de choses dans des congrès aujourd'hui, en Suisse romande, c'est à la fois novateur, c'est à la fois essentiel pour alimenter et peut-être faire grandir aussi la réflexion sociale, puisqu'il y a 15 ans, on disait déjà à la télévision suisse que les jeux vidéo c'était dangereux, et 15 ans après, on n'a pas changé de discours quasiment, donc ça montre qu'on est plutôt dans une sorte de stagnation. Ce qui me semble important de partager avec les participants, c'était le fait que quand on s'intéresse aux temporalités, à l'expérience du temps, donc à l'expérience du changement, on peut lire n'importe quelle situation professionnelle à partir de ce prisme-là. Donc j'ai essayé de montrer dans un premier temps comment les pratiques professionnelles dans le travail social sont soumises à des contraintes temporelles qu'on retrouve, qui sont des contraintes liées à l'environnement physique, à l'environnement vivant, naturellement, dans lequel on vit. Les alternances de jour et de nuit, c'est le plus basique, mais aussi naturellement, plus fondamentalement, les environnements institutionnels. Et puis, les temporalités qui façonnent l'activité des éducateurs sociaux, c'est aussi des temporalités qui sont incorporées, les rythmes biologiques, les rythmes psychologiques, et puis naturellement les rythmes de l'existence. Donc un premier aspect de l'exposé, c'était de montrer qu'on est soumis à des contraintes temporelles qui se manifestent de manière très différente, et qu'il faut apprendre à les réguler, à les synchroniser aussi, c'est-à-dire à les articuler les unes aux autres, donc prendre en considération là où se situe, par exemple, dans sa vie une personne avec les temporalités de son quotidien, et puis d'essayer de penser la manière, les tensions aussi qui existent par rapport aux visées de l'action sociale ou éducative. Et ça, c'était le deuxième point que je suggérais, c'était de penser l'objet même du travail éducatif et social sous l'angle temporel. Donc j'ai proposé de voir les visées d'autonomisation, d'émancipation comme étant des processus qui s'inscrivent dans une durée, dans le temps, et qui exigent quelque part qu'on soit sensible aussi à la manière dont ils se déploient, se développent tout au long de la vie. Et puis finalement de voir, et c'est finalement le troisième aspect de ma présentation, l'activité même du travail social comme étant rythmée par des temporalités qui lui sont propres et qui s'organisent autour notamment des tensions, des fluctuations qui font le quotidien de ce travail. L'un des aspects les plus importants, c'est que quand on parle de temps, c'est d'enrichir notre imaginaire du temps. Le temps, c'est pas seulement ce que mesurent les horloges et les calendriers. Et c'est de voir dans finalement tous les processus de changement qu'on vit au quotidien et sur le long cours, l'expression de temporalités qui sont très, très diverses. Et je dirais l'aspect le plus essentiel pour moi, c'est le fait qu'il y a un enjeu politique très fort, c'est-à-dire qu'il y a des rapports de force entre les temporalités qui sont constitutives de nos vies, les temporalités institutionnelles, politiques, économiques, et qu'il y a un enjeu qui se joue à apprendre à les décrypter, mais aussi à se les approprier. Et que, voilà, je dirais le deuxième message peut-être, c'est que les processus d'autonomisation, d'émancipation
qu'on vise finalement dans nos pratiques, c'est aussi des processus qui sont dotés de leur propre temporalité, de leur propre rythme. Et que du coup, c'est important d'apprendre à les percevoir, à les interpréter, à les promouvoir aussi. Je pense que c'est le lot quotidien, et pas que des éducateurs, de toute activité sociale, parce que nos rythmes, déjà on vit des conflits temporels à l'interne, entre la fatigue qu'on peut ressentir le matin en se réveillant, et puis le fait qu'on doit à un moment donné aller travailler, mais plus globalement, dès qu'on vit en société, on se situe dans un bain quelque part où on est confronté en permanence au rythme des personnes, de nos interlocuteurs, que ce soit les usagers, les destinataires de notre travail ou nos collègues. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à réguler en fait ces rythmes de manière à ce qu'ils soient à peu près coordonnés, je dirais, de manière à ce que nos actions ne soient pas trop chaotiques ou vécues de manière trop désordonnée. Alors cette conférence, en fait, je l'ai pensée à partir d'une maxime que je traîne avec moi depuis longtemps et qui est une forme de raccourci du côté de la sociologie pragmatique en matière éducative. Et cette maxime, c'est au départ, quand on est éducateur, on a des principes d'éducation et après on a des enfants. C'est-à-dire, en fait, ces principes, on croit qu'on peut éduquer avec des principes et en fait, ensuite, les situations, ce sont les enfants qui nous éduquent. C'est bien connu, c'est facile de redire ça, mais... Et du même coup, toute action éducative, elle est de plus en plus centrée, me semble-t-il, et ça, c'est une nouveauté de notre époque, sur les situations. Avant, on avait toujours le temps long, de l'espérance dans le progrès éducatif. Aujourd'hui, c'est la situation qui fait le larron, si j'ose dire, et c'est en situation qu'on peut véritablement penser l'action éducative qui convient. Donc ça suppose de changer un peu de lunettes, ne plus avoir des lunettes progressives, tendues vers l'horizon d'attente du résultat de l'éducation, mais des lunettes qui sont tendu sur le présent de la situation et sur toutes les capacités, les ressources, les potentialités de la personne et de l'environnement. Et ça, c'est donc des lunettes qui sont ce que moi j'appelle les lunettes du présent composé, c'est-à-dire on va mettre en place tout un travail de composition du temps présent qui permettent de trouver les potentialités, les appuis, les ressources pour arriver à faire transformer la situation, éviter l'empirement, que donc la situation n'empire pas, mais qu'au contraire, il y a une forme de confiance qui s'installe et que petit à petit, la personne puisse prendre conscience de ses capacités, de ses potentialités et avancer à sa vitesse, à son tempo, à son rythme et puisse co-construire du même coup l'aide dont elle a besoin. Je suis venu avec l'idée déjà de leur donner des billes, des éléments, des arguments qui leur permettent de dire attention, l'autonomie, c'est pas une aide qui aide à se passer d'aide. L'autonomie, c'est construire des relations solides, de la confiance, sans laquelle il n'y a pas d'expérience du monde, et s'il n'y a pas d'expérience du monde, on ne peut pas l'habiter correctement. Donc, transformer l'autonomie, arrêter de dire que l'autonomie égale activation, indépendance, mais dire autonomie égale interdépendance, travail relationnel, attachement aux choses, au monde, etc. Et si je suis arrivé à ça, c'est-à-dire parce que je pense que les éducateurs, fondamentalement, ils ont cette pensée de l'autonomie, mais le discours managérial, le discours des politiques sociales d'activation qui confondent autonomie et indépendance, ont tendance à reléguer tout ce travail relationnel et d'attachement à quelque chose qui n'est pas du travail éducatif, alors même que c'est au cœur. Donc c'est ramener finalement la matière du travail éducatif et donner des arguments pour que les équipes éducatives puissent à leur tour argumenter auprès de leurs financeurs, auprès de leurs supérieurs hiérarchiques. Je voudrais bien rajouter deux mots. J'ai fini la conférence par deux termes que je voudrais rappeler. Être au temps présent de l'action, c'est être dans le tâtonnement. Donc il faut revaloriser le tâtonnement
qu'il ne paraît pas rationnel comme activité, alors même que c'est de la sagesse pratique, comme disait Aristote, et la délibération. Il n'y a pas de tâtonnement éducatif sans une délibération collective et donc démocratique et pluraliste. Donc mon intervention, elle avait un titre assez long, mais la première partie c'est pluralité des mondes, pluralité des temps. Et je vais peut-être faire un topo d'abord sur la manière dont j'ai fonctionné. Ce que j'ai essayé de faire, c'est, en fait, j'avais derrière la tête l'idée de montrer que la question du temps, elle se rattache ultimement à la question du monde. Et que la question du monde, elle ne se pose jamais au singulier, mais qu'elle se pose toujours au pluriel. Parce qu'en fait, il y a plusieurs mondes, et que ces mondes sont en interaction, se rencontrent et sont potentiellement en conflit les uns avec les autres. Et pour essayer de déplier cette idée-là, et de revenir ultimement au problème du temps, j'ai raconté une petite histoire qu'on trouve chez un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau. C'est une histoire qui date de la fin des années 30 et qui raconte une toute petite situation quotidienne d'une mère dont l'enfant a disposé des objets en fait, dans la pièce pour créer quelque chose comme un monde à lui. Et la mère arrive, ne voit pas qu'il y a quelque chose, range les objets à leur place et détruit en quelque sorte le monde de l'enfant. Enfin voilà, c'est un peu l'enjeu de cette histoire. Et j'ai utilisé cette histoire comme un emblème, disons, de ce qui est à l'œuvre, comme dynamique de composition, de conflit ou de violence, et en même temps d'apprentissage dans la rencontre d'un monde avec un autre. Et disons que la conférence, je l'ai scénarisée en racontant une première fois cette histoire, et ensuite en donnant des versions différentes. En disant, bah, tiens, qu'est-ce que cette histoire devient si on la raconte à partir de la philosophie de Heidegger et l'éthologie de von Uexküll, donc autour des années 1920-1930. Et puis, qu'est-ce que cette histoire nous dit si on la raconte à partir de la philosophie contemporaine et de l'anthropologie contemporaine? Et j'ai essayé d'amener les auditeurs dans un cheminement où la même histoire, en fait, est relue de manière différente et petit à petit, ces lectures, en fait, successives permettent de déplier les enjeux du problème de la pluralité des mondes. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je suis revenu à la question du temps, et j'ai, disons, posé les jalons de l'approche du temps que j'essaye de développer en philosophie, qui est une approche qui s'articule autour de la notion de monde d'existence. Voilà. Je ne vais pas en dire plus peut-être pour ce premier temps, et ce que j'ai fait aussi, c'est une conférence relativement brève qui nous a permis en fait d'avoir vraiment 3/4 d'heure de bonnes discussions. Voilà, c'était ça l'idée. Allons-y, l'idée, peut-être déjà nous dire le thème de la conférence que vous venez de présenter. Alors, la conférence que je viens de présenter était dédiée au temps, bien sûr, puisque c'est le sujet du congrès. Et moi, j'ai pris le point de vue des économistes et d'essayer de comprendre comment et pourquoi on devait essayer de valoriser le temps en économie, en prenant évidemment la lunette des économistes. Et le lien avec le travail social par rapport à cette association internationale des éducateurs sociaux, comment vous avez fait le lien avec cette... Alors, il y a plusieurs liens, évidemment. Alors, je vais peut-être 2 grands liens. Le premier lien, c'est d'essayer de comprendre comment un décideur va prendre justement ses décisions et comment il valorise les différentes options. Quand un travailleur social doit convaincre un responsable d'institution ou un responsable politique, eh bien, il peut comprendre quels sont les réflexes, plus ou moins, de ces décideurs et essayer justement de comprendre comment utiliser ces mécanismes de valorisation à son avantage aussi. Ça ne veut pas dire qu'il doit parler le même langage, ça ne veut pas dire qu'il doit penser comme lui, mais au moins il a l'avantage d'essayer de comprendre quelles sont en fait les réactions des autres. Et puis le deuxième, c'est comme le travail social est un service, c'est aussi un moyen d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut valoriser un service et comment est-ce qu'en fait, pas forcément de vendre un service, mais en fait comment on peut présenter un service de façon la plus attirante, la plus séduisante et la plus convaincante possible pour que les personnes aient envie d'y adhérer. Ouais. Dans les choses que vous avez abordées, il y avait toujours cet aspect quand même de valorisation
des différents types de travail, que ce soit de projets ou de choses comme ça, et puis avec quand même toujours cette notion de subjectivité par rapport à la vision qu'on a sur la valeur du temps, cette évolution-là. Pour vous, votre vision aujourd'hui, cette valeur du temps, par rapport à, vous avez parlé d'immédiateté aussi, comment est-ce qu'on est en train de prendre conscience de quelque chose, ou est-ce qu'on va toujours plus vite? Alors c'est une vaste question. C'est vrai que on est toujours, nous en tant qu'individus, on est toujours tiraillés. On est tiraillé, par exemple, dans cette envie justement d'être rationnel, mais en même temps on reste subjectif, avec des éléments qui sont à la fois cognitifs, mais en même temps il y en a des éléments affectifs. On a en même temps cette espèce d'envie de participer, et puis on est content de temps en temps, c'est une certaine excitation à devoir aller vite, à faire les choses, et puis en même temps à prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de poser les choses, etc. Et puis la question qui se pose, c'est de savoir à partir de quand justement ça ne nous convient plus, à partir de quand ça devient plutôt négatif que positif. Alors il y avait en fait, on a eu de l'espoir par exemple avec la crise du Covid, qui était un aspect cette fois-ci plutôt, la crise du Covid qui était négative bien sûr, mais dans des apports positifs, on s'est dit tiens, c'est peut-être l'occasion de enfin ralentir. Et puis on s'est dit, on a réappris justement à comprendre les bienfaits de prendre son temps. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'à peine c'est fini, c'est reparti. Et même c'est encore pire parce qu'on a eu des nouvelles technologies. J'ai montré aussi l'impact des technologies sur notre façon de vivre le temps et de considérer le temps. Et avec les nouvelles technologies comme Zoom ou Teams, eh bien, on est en train encore d'accélérer le temps. Et on est encore en train, comme je l'ai montré, d'enlever les frontières entre le privé et le travail, et donc d'avoir de moins en moins de temps libre pour pouvoir justement se régénérer. Et puis peut-être un dernier aspect que j'ai trouvé intéressant pour comprendre un peu mieux le travail des économistes sur l'économie comportementale qui en fait peut amener des solutions concrètes. Est-ce que vous pourriez en parler 2 minutes de l'expérience de, je n'ai pas noté son nom, de Thaler ou de... Thaler, oui. En fait, l'économie comportementale, c'est d'essayer de comprendre les incohérences. Et puis de se départir de cette idée un peu théorique et utopiste que les personnes sont toujours rationnelles et vont prendre des décisions rationnelles qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc l'économie comportementale, c'est d'essayer de mettre en évidence justement ces comportements entre guillemets irrationnels, et le fait qu'on arrive à les identifier, voire à les prédire, ça va nous permettre en fait d'inciter les gens à faire quelque chose qui va dans le sens du bien-être, de leur bien-être, et dans le sens du bien-être général. Parce que c'est ça aussi le but, c'est qu'avec un petit coup de pouce, eh bien, on va pouvoir inciter les gens à agir en fonction du bien-être général, et quitter justement cette idée égoïste, et puis de penser qu'à soi et de ne pas réfléchir à son comportement. Et en fait, l'économie comportementale, elle a été appliquée à plein de domaines. Et il y a un des participants qui avait amené justement le sujet du développement durable. Et par exemple, c'est aussi là où on peut aider les personnes à adopter un comportement qui, presque malgré elles, sera positif pour la société. Parce que justement, souvent, on peut faire des tas de choses avec les technologies, on peut exhorter les gens à agir. Mais si en fait on va mettre en place parfois juste un tout petit incitatif, où on va mettre en place en fait une petite astuce, peut-être que les gens ils vont être contents et y aller d'eux-mêmes, plutôt que d'arriver avec des contraintes, des règlements ou des choses qui sont ou des taxes qui sont perçues de manière négative. Ça me fait penser, vous aviez parlé de la mouche dans les urinoirs, j'avais vu un goal de foot même,
Et puis à Lausanne, dans les poubelles, ils avaient fait des poubelles requins. Ils mettaient quelque chose dedans, le requin, il y avait un bruit, il y avait un truc. Effectivement, des gestes comme ça où ça devient ludique. Voilà, exactement. On a envie d'y aller de soi-même plutôt que qu'on nous force à y aller. Donc, je trouve intéressant pour moi, je pense qu'on a ce qu'il faut. Hein. Je trouve intéressant cette notion-là parce qu'elle est, par rapport à l'autre intervenant qui était un peu, je suis un peu dépité, cette approche-là, elle est assez positive parce qu'elle permet de mettre en place des nouveaux comportements ou d'adapter un peu les comportements. Et là, j'ai pas voulu épiloguer non plus longtemps, mais par exemple en développement durable, il y a une expérience qui avait été faite justement aux États-Unis où on avait séparé un quartier en différentes zones et pour chaque zone en fait on faisait une expérience pour voir ce qui pouvait marcher. Et puis on leur avait distribué une information en disant coupez votre climatisation, c'est votre devoir de citoyen. Un autre, on avait dit coupez votre climatisation, vous allez pouvoir économiser de l'argent. Et en fait, on a eu différents messages et il y a un message qui a marché, et un seul qui a marché, c'était coupez votre climatisation parce que votre voisin l'a fait et lui, il a pu économiser tant. Et en fait, c'est là où on voit que cette espèce de jeu, de compétition, où on essaye d'être mieux que son voisin, etc., ça marche. Et en fait, ça ne coûte pas grand-chose d'adapter sa communication pour que le bien-être général soit atteint et qu'on augmente le bien-être plutôt qu'on dise il faut couper ta clim parce que quand même tu es un mauvais citoyen si tu ne le fais pas. Et c'est tout bête, mais comme quoi... Et justement, je me suis souvent posé cette question-là avec la crise du Covid et de la communication, de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre moyen de communiquer ? Allons-y. Donc, voilà. Guillaume, donc, à la suite de ta présentation, est-ce que tu arriverais à nous dire en quelques mots Voilà, tu as parlé des pièges du temps. C'est quoi le piège du passé, c'est quoi le piège du présent, c'est quoi le piège du futur ou les pièges Effectivement, c'est un peu les pièges dans lesquels on se met soi-même en fait, en découpant les choses justement en termes de passé, présent, avenir. C'est un découpage qui est tellement habituel, mais en fait en découpant les choses de cette façon, parfois on peut se retrouver un petit peu pris au piège. J'ai l'impression que le piège du passé, c'est le piège de beaucoup s'intéresser à des choses sur lesquelles on n'a plus trop de levier. Des choses qui peuvent avoir été terribles, ou des choses qui peuvent être très effrayantes, et puis qui peuvent nous figer dans quelque chose. On se dit, oh mon Dieu, il y a eu ces choses terribles, et du coup on est dans une sorte d'impuissance. Donc trop se focaliser sur le passé peut nous faire perdre beaucoup de temps et amener les professionnels à se sentir, comme je dis, impuissants ou démunis. J'ai l'impression que le piège du présent, c'est plus le piège d'une forme d'urgence et de vite, il faut que ça avance. Et cette précipitation peut amener parfois les gens à faire du surplace en fait, comme on voit dans les dessins animés où Scooby-Doo est là en train d'avancer très vite et puis en fait il reste sur place. Donc on pédale, on essaie d'aller vite, et puis en fait plus on essaie d'aller vite, plus ça stagne. Et donc j'ai le sentiment que le piège du présent prend souvent la forme d'une urgence qui est soit intégrée par les professionnels eux-mêmes, soit qui vient de l'extérieur. C'est souvent en lien avec des situations qui sont compliquées, voire dramatiques. Et donc souvent, le piège du présent consiste à vouloir aller trop vite, à ne pas prendre le temps d'examiner exactement comment fonctionne le problème, qu'est-ce qui a déjà été essayé avant, quelle est la position de la personne qui est en face de nous. Et donc souvent, par rapport à ce piège du présent, on va être amené à prendre des positions de freinage, de prendre le temps, en fait, justement, de bien examiner les choses de telle façon à pouvoir agir de façon efficiente. Et probablement que par rapport à l'avenir, je pense que le piège de l'avenir, c'est le piège des projets, le piège des objectifs. Il y a des situations où la situation de la personne est tellement problématique que vouloir amener cette personne à se projeter dans l'état dans lequel elle est dans un avenir risque de la déprimer encore plus, de la décourager encore plus. Et du coup, finalement, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas de projet. La personne n'est pas en état de faire des projets. Et donc on peut se retrouver pris au piège de ses bonnes intentions, de vouloir faire avancer la personne, puis en fait on l'enfonce en fait. Donc je dirais un petit peu en résumé les trois grands pièges à mon avis. Merci Guillaume. Merci à toi Guillaume.